Moïse Nyarugabo, sénateur honoraire et cadre du FCC, Joseph Kabila a commencé ses consultations et va les poursuivre. Il était là pour écouter ses compatriotes et ensemble proposer des solutions pour mettre fin à la crise parce que visiblement, le pouvoir de Kinshasa ne sait plus quoi faire. Le président Joseph Kabila vient de passer 6 ans et demi à peu près après qu'il a cédé le pouvoir par une alternance pacifique, historique, inédite. Mais ça faisait aussi plus d'une année qu'il a été obligé de quitter le pays et se trouver en dehors. Après tous ces temps de silence, mais en fonction de l'évolution de la situation du pays, il a décidé et annoncé qu'il va rentrer au pays par la partie orientale et c'est ce qu'il a fait. L'objet de sa venue est double. D'abord, c'est de compatir, réconforter, marquer sa solidarité, exprimer sa sympathie à l'endroit de la population de cette partie du territoire qui vit dans sa chair le conflit et qui est totalement abandonnée par le gouvernement central. Mais la deuxième partie ou le deuxième objet, c'était exactement d'organiser les consultations. Pour parler avec la population, on a besoin d'un mandat particulier, on a besoin d'une légitimité particulière. Il parle avec ses compatriotes. Moi-même, quand je descends dans ma province ou dans les circonscriptions où j'ai été élu plusieurs fois, je parle avec toutes les couches de la population, a fortiori un ancien président de la République. Ou, mieux que Goma, on peut parler de la paix et de la guerre d'ailleurs, ou mieux que là où se passent les événements, à Kinshasa. Ceux qui interviennent disent que la guerre se trouve à 2000 km. Et exactement lorsque vous suivez comment le gouvernement réagit, les décisions qui se prennent, les acteurs politiques, la guerre se trouve à 2000 km, ce n'est pas leur affaire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils s'y intéressent le moins, sauf dans les déclarations. Alors, lui a choisi de venir sur le terrain, là où se passe la guerre, là où se passe le conflit, non seulement pour encourager cette population, mais aussi parler à cette population parce que qui d'autre peut comprendre et expliquer cette crise que cette population qui la vit au quotidien, mais qu'elle prouve que le président Kabila a financé la rébellion, qu'il prouve, on dit, on sait, il veut revenir au pouvoir, c'est de la diversion. Tout ça, c'est des discours en l'air. Lui il parle paix. Et vous dites, il veut, c'est la diversion. Sur base de quoi? Juste, nous connaissons les objectifs réels. Donnez-les. Donnez-les. Donc, je voulais simplement dire, le président de la République avait promis de venir habiter à Goma. Et même qu'il était prêt à mourir pour la paix. Il n'est jamais venu. Même avant que Goma ne tombe. En conclusion, le président Joseph Kabila a commencé ses consultations. Elles se poursuivent. Demain, il y aura d'autres personnes qui sont reçues. Et après-demain. Et après, on va réévaluer. Il y aura une autre étape. Il y aura d'autres consultations. Peut-être dans d'autres villes. Peut-être même dans d'autres provinces. Et après, sur base de tout ce qu'il aura entendu, tout ce qu'il aura écouté, tout ce qu'il aura appris, il y va effectivement et efficacement contribuer à la recherche de la solution. Parce que visiblement, le pouvoir de Kinshasa ne sait plus quoi faire. Installé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a rencontré ce mardi les représentants des différentes communautés du Nord Kivu dans le cadre des consultations qu'il a initiées. Cette démarche, qualifiée d'inclusive par son entourage, vise à écouter les préoccupations des populations locales, renforcer le dialogue intercommunautaire et identifier des pistes de solutions à la crise multiforme que traverse le pays. Lors de cet échange, les délégués communautaires ont insisté sur les questions de sécurité, de développement local, de réconciliation et de justice sociale. Ils ont exhorté Joseph Kabila à user de sa sagesse et de son influence pour favoriser le retour d'une paix totale et intégrale dans la région. En retour, l'ancien chef de l'État a réaffirmé son attachement indéfectible à la souveraineté de la RDC et salué
l'engagement des communautés pour la stabilité et la reconstruction durable du Nord Kivu. La veille, Joseph Kabila avait reçu les associations de jeunes de Goma. Devant elles, il a mis en garde contre les risques de fragmentation du pays et appelé la jeunesse congolaise à refuser l'instrumentalisation et à devenir les bâtisseurs d'une paix réelle, fondée sur l'unité, la vérité et la solidarité. Ce même jour, l'ancien président a également reçu à Goma des délégués du mouvement radical pour le changement, venus d'Europe et d'Amérique du Nord, porteurs d'un message de leur leader Franck Diongo. Le MRC a exprimé son engagement à répondre à l'appel de Joseph Kabila pour voler au secours du Congo, selon un communiqué lu devant la presse. Ces consultations interviennent alors que Joseph Kabila fait face à des poursuites judiciaires. Le 22 mai dernier, le Sénat a voté à une large majorité la levée de ses immunités parlementaires, après un réquisitoire de la justice militaire qui l'accuse de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Cette rébellion contrôle plusieurs localités dans l'est du pays. Il nous a parlé autour de la paix dans notre pays en général et la province du Nord Kivu en particulier. Et donc tout ce que nous avons parlé tourne autour de la paix. Mon recommandation est que personne n'ignore la situation que traverse notre pays actuellement. Nous avons recommandé qu'il y ait un dialogue parce que nous, comme Barza intercommunautaire du Nord Kivu, une structure regroupant les communautés de la province du Nord Kivu, la préoccupation du président honoraire raconte les missions originelles de la création de cette structure, qui sont entre autres la prévention des conflits entre les communautés, les règlements des conflits à l'interne, la réconciliation, la cohésion et la paix. Et donc, à cela, nous avons recommandé que il y a beaucoup de processus qui sont mis en marche et ces processus pouvaient nous amener à une paix durable. C'est ça ce qu'a été notre recommandation. Et donc, ce sont les processus, les différents processus qui sont déjà amorcés sur le plan régional, sur le plan international, qui pourront nous amener à la paix et une paix durable. Le président honoraire est disposé à pouvoir travailler sur les recommandations que nous lui avons proposées. Donc, il est prêt pour que il œuvre dans ce sens-là, en fait que la paix revienne. La santé de la cohésion entre les communautés, elle est bonne. La preuve est que vous nous avez vus ici à 30. À 30, parce que chaque communauté est venue avec 3 membres. Et donc, nous en avons 10, et parmi les 10, 9 de la province et une qui regorge ou qui regroupe les compatriotes d'autres provinces. La décision de Christian Bozambé, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, d'interdire aux journalistes et responsables des médias de relayer les propos de l'ancien président Joseph Kabila ou de couvrir les activités du PPRD, son parti, a suscité mardi une vive vague de réactions au sein de l'opposition congolaise. À partir d'aujourd'hui, il est interdit aux journalistes et aux responsables des médias de diffuser, commenter ou relater les actualités liées au PPRD ou de recevoir ses dirigeants. Il est interdit de relayer les propos ou les interviews de l'ancien président Joseph Kabila, a déclaré Christian Bozambé dans une intervention sur la radio Top Congo. Ce n'est pas une censure, aucun droit n'a été violé, a-t-il affirmé, ajoutant « Il ne faut pas faire de la télévision une tribune de subversion ». Le rapporteur du bureau politique du PPRD, Patrick Nkanga, a réagi en remettant en cause la légitimité d'une telle décision. Sur quel fondement juridique le président contesté du CSAC peut interdire à tout un parti politique ainsi qu'à ses animateurs d'être reçus par les médias ou de voir leur message être relayé, a-t-il interrogé. Sa seule parole vaut décision de justice? L'abjection, même elle, a des limites, a-t-il ajouté. Marie-Ange Mouchobekwa, ancienne députée et ancienne ministre des Droits humains, a également dénoncé la démarche.
Dans un message adressé à Christian Bossambe, elle a rappelé qu'il y a 3 mois, vous aviez interdit au peuple ainsi qu'à tous les médias congolais de parler du M23 AFC ainsi que du Rwanda. Elle s'est interrogée sur l'absence d'explication lorsque plus tard, la radio-télévision nationale congolaise a diffusé des informations annonçant les pourparlers avec le M23 AFC à Doha, montrant également des images de certaines autorités de la République en compagnie de certaines autorités rwandaises. Monsieur Christian Bossambe, vos grimaces menaces ne nous font pas peur, a conclu Marie-Ange Mouchobekwa, affirmant qu'elle continuerait à s'exprimer sur toutes les questions touchant à la vie de la nation à travers la télévision, la radio ainsi que les réseaux sociaux. Voici à présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques des représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'FC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir la compréhension mutuelle. RDC, de fausses alertes contre le détournement des deniers publics. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya déplore une campagne malsaine orchestrée par les ennemis du régime de Félix Tshisekedi pour discréditer les institutions, les établissements publics et leurs animateurs. Lutte contre justement tout ce qui est mauvaise information, malheureusement, parfois vous ne faites pas toujours votre part. Je veux vous donner un exemple concret. Ces week-ends, j'ai reçu plusieurs fois des vidéos sur un prétendu détournement de projets de développement local de 145 territoires. On vous dit même qu'on a donné 511 millions et qu'on a justifié que 9 millions sur 511 millions. Ce qui suppose que 502 millions de dollars se sont volatilisés, entre guillemets, d'après l'auteur. Mais alors, en faisant juste un peu de recul dans la forme, c'est lui qui parle derrière ces rapports. Est-ce qu'il a pris le soin, moi j'ai vérifié, de discuter avec les agences? Parce que c'est que nous, on a refusé, au début de ces projets par exemple, c'est que cela ne soit rattaché directement au cabinet ou au ministère. Parce que nous avons une expérience et on n'a pas voulu que ces projets puissent être soumis à une série de contraintes, entre guillemets, ou des procédures. On a confié des projets à des agences qui sont réputées, parce que c'est des agences qui sont recrutées, y compris par nos partenaires internationaux. PNUD, la cellule CFF ou les BCECO. Ils font tous les 3 mois un rapport d'exécution physique, financier, parce que les financements à l'origine viennent de nos partenaires.
Et donc, toutes les précautions, je dis bien toutes les précautions, sont prises au niveau du gouvernement depuis le jour 1 de ces projets jusqu'à ce jour. Alors, comment accorder la moindre crédibilité à des propos qui sont tenus par quelqu'un qui se présente comme un expert, mais qui n'a pas eu, lui, dans la démarche, l'honnêteté de la contradiction que suppose une telle démarche? Alors, est-ce que vous allez prêter foi à des conclusions qui viennent d'une organisation comme celle-là? Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier, comme le ministre l'a dit, la corruption, il y en a dans tous les pays du monde. Ce qui compte, c'est comment vous faites pour lutter contre la corruption et en minimiser les dégâts. Dites-moi, avant le président Félix Antoine Tshisekedi, on attendait des rapports qui venaient des ONG internationales, Jason Stern, qui faisaient des rapports sur des scandales de corruption ici. En l'occurrence, ici, ce sont des structures de l'État qui alertent. Lorsqu'une structure alerte sur des cas qui requièrent de la vigilance, ce n'est pas de la corruption. Ce n'est pas du détournement, parce que le détournement est établi par les organes de la loi, par les parquets. Alors faisons attention pour que nous-mêmes, parce qu'il y a comme une forme de campagne malsaine que je vois depuis plusieurs jours, comme on est dans une guerre informationnelle où on inonde les VENA, on dit on attaque les Baswahili, maintenant on veut inonder les VENA, on dit oh, là-bas c'est la corruption, c'est les détournements. Mais chers amis, ne nous tirons pas sur les pieds. Comment pensez-vous alors que nous avons pu réussir à mobiliser les fonds qui financent les 145 territoires? Comment pensez-vous alors que successivement, nous avons réussi à toutes les revues de FMI Banque mondiale, si les critères de bonne gouvernance ne sont pas respectés? Je parle avec un ancien opérateur minier à ma droite. Vous savez les exigences que nous avons dans le cadre notamment de l'initiative de la transparence pour les industries extractives. Nous avons toujours du succès lorsqu'il y a des évaluations qui sont faites dans le cadre de l'application des litiers. Alors moi, je souhaite que dorénavant, vous les professionnels de médias, vous faisiez le front avec nous pour détricoter tous ces mensonges et pour aller vérifier. Parce que dès demain, je peux demander à mon collègue du plan de vous fournir les rapports à jour et à date, aussi bien du niveau de financement que du niveau d'exécution physique de 145 territoires. Sur ça, nous n'avons rien à cacher. Et donc, lorsqu'on parle de ces questions, je souhaiterais que tout le monde puisse intégrer que jamais on a eu dans ce pays une détermination à lutter et à mettre fin à la fois à la corruption et au détournement que nous l'avons maintenant. Merci. On va prendre la question de M. Eric Izami. RDC, manifestation d'épouses des militaires en Ituri. Ce sont des veuves et orphelins qui ne répondent pas aux critères, dit le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Ekenge. Un exemple. Le soldat X vient de terminer la formation. Les gens qui ont été recrutés dernièrement, ils ont terminé leur formation. La loi dit qu'ils doivent s'engager pour 7 ans d'exercice. 7 ans, les soldats. Et pendant ces 7 années, avant de renouveler son engagement, son contrat, il doit rester célibataire sans enfant. Il doit rester célibataire sans enfant. Mais lorsqu'il est aux opérations, et il se marie, ce mariage est illégitime dans les yeux de l'armée, puisque l'armée ne prendra jamais en compte ce mariage-là, même les enfants qui sont nés de ce mariage. Pourquoi? Parce que la loi dit que le soldat doit rester célibataire jusqu'à l'accomplissement de ces 7 premières années. Et oui, vous avez voulu être pédagogique. Voilà. Quand vous dites soldat, ça veut dire c'est lié à l'âge, c'est lié au jour où il commence dans l'armée. Il faut nous expliquer parce que soldat des rangs. Soldat des rangs. Ça veut dire c'est lui qui sort de la formation. De la formation, il est deuxième classe, ou il est première classe, caporal, disons oui, caporal. Tout ça, ce sont des soldats des rangs. Il y a des principes qu'on doit respecter. Pour les officiers, c'est la même chose. Je vais donner un exemple. Un officier qui va au front, l'officier
On ne peut pas trouver un général célibataire quand même. Il y en a pas. Le général célibataire, les dames vous qui me suivez, si un général vous dit qu'il est célibataire, c'est qu'il veut abuser de vous. Il veut abuser de vous. Un général célibataire n'existe pas. Et lorsque le général se déplace aux opérations, un colonel se déplace aux opérations, le lieutenant, tout ça, il a son épouse quelque part enregistrée dans la base des données de l'armée, la base des données administratives. Mais lorsqu'il part, il trouve une femme quelque part, je pars par exemple de l'Équateur à l'Équateur, là où il y a une opération, ou en île de Abéni, là où il y a une opération, et la femme va croire que c'est son mari. Mais le jour où le contrôle vient, on vous demande d'apposer les doigts dans les dispositifs. Il n'y a aucune information qui sort. Et lorsqu'on contrôle, on met le numéro matricule du militaire, on voit la photo et les informations de son épouse légitime. Et dans ce cas, que devient cette épouse-là? Il y a Katofanda, que les militaires attrapent partout à travers leur campagne. Ça, c'est ça le grand problème. Hein? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si le militaire se marie, alors il faudrait que ce mariage soit légal et légalisé. Et si le mariage n'est pas légalisé, il y a un problème, puisque l'épouse du militaire doit être enregistrée dans la base des données. J'ai quelques dames qui sont sorties des Bangladesh, qui sont chez moi, qui sont venues avec des bébés. Je leur ai dit, mais comment ces bébés seront-ils pris en charge, même au niveau médical? Je suis obligé d'intercéder auprès du corps de santé militaire pour qu'on demande, pour solliciter la prise en charge de ces enfants-là. Voilà.